Famille souche, classe sociale, populisme, Maastricht, euro, flashball, masse centrale atomisée, gilets jaunes, suicide, lutte des classes, néolibéralisme, Karl Marx, prolétariat, Emmanuel Macron, immigration, mépris. Bonjour et bienvenue dans Poire et Cahuète, le podcast de Slate.fr consacré à l'actualité des idées. Je suis Hélène Decomer, rédactrice en chef de Slate, et j'anime Poire et Cahuète avec le journaliste et essayiste Jean-Laurent Casselli. Salut Jean-Laurent. Salut Hélène. Un livre d'Emmanuel Todt qui sort en France, c'est toujours un petit événement. On se demande comment il va nous bousculer, quelles intuitions il va balayer cette fois-ci d'un revers de main, ou qui il va insulter avec panache. On ne pouvait donc pas ne pas consacrer un épisode de Poire et Cahuète aux luttes des classes en France au XXIe siècle. Le dernier livre d'Emmanuel Todt s'est sorti au Seuil le 23 janvier. Il l'a écrit en collaboration avec le journaliste de Books Baptiste Touvray, qui a, si j'ai bien compris, retranscrit des entretiens, discussions informelles avec Todt. On va parler de ce livre avec Arthur Degrave. Arthur, tu es cofondateur d'une agence de communication et auteur de Startup Nation, Overdose Bullshit. Salut. Bonjour. Et avec Julien Damon, professeur associé à Sciences Po, spécialiste des questions de pauvreté. Ton dernier livre, Julien, c'est Qui dort dehors, sorti aux éditions de l'Aube. Bonjour. Je confirme, bonjour. Donc ce livre d'Emmanuel Todt est très très riche, c'est une sorte de fresque de la société française sur 400 pages où il aborde aussi bien des sujets liés à la démographie, à la politique, à l'économie. Du coup, Jean-Laurent, je te laisse la lourde tâche de nous le résumer. Oui, alors dans son introduction, Emmanuel Todt évoque un livre spéculatif. Un ouvrage empirique dans lequel toutes les briques ne serviront pas à la démonstration finale, d'où un certain effet de foisonnement et parfois de dispersion. S'inspirant du travail de Karl Marx sur les classes sociales en France au XIXe siècle, Todt analyse l'évolution de la société française contemporaine. Il part de 1992, année du vote sur le traité de Maastricht, et va jusqu'en 2018, année qui suit l'élection d'Emmanuel Macron et marque le début de la révolte des Gilets jaunes. À la suite de Thomas Piketty et de Louis Chauvel, Todt constate assez classiquement une baisse générale du niveau de vie, ainsi qu'une stabilité des inégalités entre les groupes sociaux à l'exception des plus riches. Notre société est désormais dominée statistiquement par des classes moyennes, atomisées et appauvries, résume l'auteur. Depuis l'euro, la France, qui n'a cessé d'aggraver sa désindustrialisation, s'est appauvrie, mais elle a surtout changé d'atmosphère, résume Todt, qui ajoute à sa description statistique du français moyen un volet psychologique et culturel. Il remarque par exemple que le taux de suicide s'est effondré depuis les années 90. Voilà, et il en tire cette conclusion qui est surprenante. Nous sommes entrés dans une phase où les gens se sont tellement habitués au taux de chômage, à la stagnation ou à la baisse des revenus, et au gel de la mobilité sociale, qu'ils n'ont même plus l'espoir que cela change, ne sont donc plus déçus et se suicident moins. Dans cette France homogène, par son apathie et son déclassement, les systèmes familiaux et les valeurs religieuses si chères à Todt n'expliquent plus grand-chose. L'effondrement religieux cède le pas à un affrontement purement sociologique entre le haut et le bas de la société, ce que Todt avait entrevu dès les années 90 avec sa fameuse note sur la fracture sociale. L'une des curiosités de ce livre, c'est d'ailleurs la nouvelle typologie des classes sociales. Todt constate une marginalisation de la classe ouvrière, qui ne ferait plus l'histoire et s'est enfermée dans un vote Le Pen, dont elle sait qu'elle ne peut rien en attendre, mais qui lui fait du bien. Le macronisme aurait émergé comme une force symétrique, tout aussi stérile puisque selon Todt, voter Macron, c'est avant tout et uniquement voter contre Le Pen. Ça, c'est une autre singularité de son livre, c'est que lui, il est pas du tout dans l'opposition populiste versus élitisme ou progressisme qu'on entend en ce moment. En tout cas, il la dépasse et il souhaite aller au-delà de l'opposition désormais classique entre France ouverte et France fermée. Il attire d'ailleurs l'attention sur un groupe qu'il nomme la masse centrale atomisée, une population de 50% de Français qui ne font partie ni des catégories supérieures ni du prolétariat. Ce groupe est composé de professions comme les infirmières, les techniciens, les employés qualifiés. C'est un groupe à majorité féminine qui n'a pas vraiment de conscience de classe. Il n'existe pas dans notre représentation de la société, il n'a pas de culture politique marquée. Mais tout comme la plupart des hypothèses, parfois créatives et inspirées, parfois farfelues, que lance le savant fou Todt au fil de ses 350 pages, on ne voit pas trop où sa nouvelle typologie de la société nous mène, et lui-même avoue ne pas vouloir réitérer l'erreur de Marx, celle d'avoir voulu prédire l'avenir. Alors on va commencer par un petit tour de table. Est-ce que vous pouvez nous dire chacun ce que vous avez pensé du livre, Julien Damon ? Je pense que c'est un livre vibrionnant comme son auteur, intéressant, on peut picorer parmi ces 350 pages des idées, des données pour discuter, mais c'est bardé d'erreurs, d'insultes et c'est par moments insupportable. Pour résumer mon propos, je pense comme certains psychiatres à l'égard de la psychanalyse que ce qui est vrai chez Todt n'est pas neuf et ce qui est neuf chez Todt n'est pas vrai. Arthur Degrave ?
C'est un vrai livre de Todd, hein. Il y a ce côté best-of de toutes ses obsessions, de toutes ses lubies de chercheurs aussi. En fait, il y a toujours un peu de Todd dans un bouquin comme ça. Il y a le geek des séries statistiques et des cartes, hein, qui aime aller éplucher des registres paroissiaux du XVIIe siècle. Et il y a ce côté un peu polémiste, un peu excessif, qui est celui qu'on aime bien aussi, mais qui est parfois agaçant et souvent stimulant. C'est marrant, mais finalement pas très étonnant que vous abordiez d'emblée la personnalité de Todd et son style d'écriture, parce que c'est vrai qu'il détonne quand même pas mal dans le champ intellectuel français. Généralement, soit on l'adore, soit on le déteste. Un peu plus en avant, qu'est-ce que vous pensez du personnage? Pas tellement pour sa personnalité, mais quand même pour sa manière de travailler, de livrer ses conclusions et sa manière de s'exprimer aussi, Arthur. Effectivement, il est scindé. Il y a deux Todd, hein. D'ailleurs, lui-même parle souvent des névroses. Il n'hésite pas à aller sur ce terrain-là. Déjà, en fait, c'est un chercheur, c'est un vrai chercheur, hein, Todd, mais qui n'appartient pas à l'Académie française. Il le revendique souvent. Il vient de Cambridge, c'est plutôt un universitaire britannique. Donc, il revendique ce côté un peu exotique, un peu à côté. Et il en joue beaucoup, d'ailleurs. L'autre dimension, c'est que c'est un obsessionnel, enfin, c'est un spécialiste à la base des systèmes familiaux, il s'intéresse beaucoup aux phénomènes religieux. Alors, on sait pas toujours où le caser, hein, parfois, quand vous regardez comment il est désigné, quand il fait un plateau télé, parfois c'est anthropologue, démographe, historien, parfois économiste. Enfin, il est difficile à situer et il en joue beaucoup aussi, à mon sens. Je pense que ce qui fait sa spécificité, c'est que c'est un chercheur, il y a un côté chercheur chez lui qui est indéniable. C'est-à-dire, il se situe dans un champ un peu en marge de l'université française, mais c'est pas non plus un polémiste à la Zemmour, parce qu'on lui accole un petit peu ce sobriquet parfois. C'est pas non plus un intellectuel de plateau qui travaillerait pas, si vous voulez. C'est quelqu'un qui bosse, qui s'amuse à s'auto-écarteler. C'est ce qui le rend un petit peu attachant. En fait, c'est marrant parce que c'est pas souvent qu'on peut dire d'un chercheur qu'il a un côté attachant, un côté sympa. Et voilà, c'est ça, Todd. Il y a un côté geek des chiffres et de l'autre côté, un côté un peu tonton bourré à Noël. Toi, Julien, je crois que Todd n'est pas du tout sympa à tes yeux. Oui, je dois avouer que c'est pas ma marque favorite. Je trouve qu'il n'est absolument pas sympa dans ses textes, si on doit utiliser le mot sympa, ne serait-ce que dans les attaques ad hominem, dont d'ailleurs il est content de rappeler qu'il le fait systématiquement. Tous les présidents de la République en ont pris pour leur grade, mais aussi ses camarades intellectuels. Donc, je trouve sur le plan intellectuel que Monsieur Todd nous apprend dans cet ouvrage, pour dire une petite vacherie, que c'est pas lui qui écrit ses livres, puisqu'il a été écrit en collaboration. Mais si on lit bien ce qu'il nous dit, Monsieur Todd, en réalité, il déclame et il a quelqu'un qui va mettre ça en version papier, et il écrit cela depuis des années. Enfin, il écrit de la sorte depuis des années. Ce qui donne quelque chose qui est quand même assez étonnant. C'est une sorte de mélange de fascination théorique pour des auteurs censément essentiels et que le vulgus pecum moyen ne connaît pas. Deuxième chose, sa quête du chiffre, c'est assez épatant ça, parce que en réalité, il nous dit, j'ai fait mon retour aux données dans cet ouvrage, et pour s'apercevoir de choses que tout le monde connaît. Par exemple, il met en avant le fait que les inégalités ne progressent pas en France. Absolument génial. Alors, c'est vrai que on entend partout l'explosion des inégalités. Il y a ce sujet piquetien de l'explosion du très haut, avec les 1% de la population française ou mondiale qui gagnent des fortunes ou qui ont surtout des patrimoines très élevés. Mais ça n'a strictement rien de neuf. Si vous voulez mieux que du Todd, plus court, et vous informer plutôt que d'entendre des imprécations, allez sur le site inégalité.fr et vous aurez les conclusions toddiennes les plus intéressantes, et ce, en série depuis une vingtaine d'années. Donc, sur le personnage, moi, il ne me fascine absolument pas. Ceci dit, ça c'est l'ouvrage, hein, la lecture. Après, quand on le voit à la télé, bah ouais, il est plutôt marrant. Moi, il me fait penser quand même à un Zemmour avec des chiffres, hein. Pas forcément sur les mêmes thèses, mais Zemmour avec des chiffres, c'est un peu ça. Dans ce bouquin, justement, il s'en donne à cœur joie pour dégommer d'autres cibles, notamment l'INSEE. Dès le début de son bouquin, c'est sa première partie, puisque en fait, il remet complètement en cause la classification française élaborée par l'INSEE, et aussi, tu le disais, Julien, les questions d'appauvrissement, de sentiment de baisse du niveau de vie. Il critique aussi, tout en leur reconnaissant quand même une valeur à leur travail, les thèses sur la fragmentation de la société française, donc que ce soit côté archipélisation de Jérôme Fourquet ou France périphérique de Christophe Guilluy. Lui, il élabore une nouvelle classification sociale. Donc, pour faire court, il y a selon lui 4 classes sociales en France en ce moment.
les 1% d'aristocratie stato-financière, les 20% de pseudo-dominants qu'il appelle CPIS, donc cadre profession intellectuelle supérieure, un très gros ventre mou de 50%, donc grosso modo employés, profession intermédiaire qu'il appelle la majorité atomisée, et clin d'œil à Marx, les 30% restants, le prolétariat. Est-ce que vous, déjà, pour commencer là-dessus, vous trouvez son analyse novatrice et originale, Julien ? D'abord, défense et illustration de l'INSEE, je juge absolument scandaleux ce qu'il écrit sur l'INSEE. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. Je pense que la plupart des gens qui s'appuient sérieusement sur les données et sur la critique des données trouvent le propos, pour le moins, comme dirait Bill Clinton, inapproprié. L'INSEE a d'ailleurs publié un petit papier pour expliquer combien, sur un sujet technique, Monsieur Todd disait absolument n'importe quoi, c'est-à-dire sur le calcul des niveaux de vie. Donc je pense qu'on n'a pas à faire cela. Et c'est rare que l'INSEE prenne rare, la parole. Je pense que c'est même inédit. C'est-à-dire, alors tant mieux pour le succès de Monsieur Todd, tant mieux pour le côté vibrionnant, comme je l'évoquais sur les plateaux. Ça permet de dire qu'en plus l'INSEE, je ne sais pas trop mu par quoi, serait là pour chercher à critiquer le brave petit Monsieur Todd dans son coin. Non, je trouve là, à la limite de la malfaçon intellectuelle du côté de Monsieur Todd. Mais surtout, plus grave encore, ce qu'il nous dit n'est pas forcément neuf. Une nouvelle fois, l'explosion des inégalités qui est à relativiser, ça fait des années que c'est écrit et proposé. Les inégalités en France, en réalité, c'est vrai, n'explosent pas, mais se transforment. Ce qu'il dit de faux, c'est sur les niveaux de vie qui baissent et sur la part du logement dans l'explication des difficultés de pouvoir d'achat et de niveau de vie. En revanche, pour répondre à votre question, il y a le sujet de la nouvelle stratification sociale qu'il propose et qui me semble éclairante, claire, assez novatrice, même si on pourrait continuer la critique et dire que d'autres ont proposé des choses similaires. Mais sa stratification sociale n'est pas fausse, tient debout. Arthur de Grave ? Alors, je suis pas du tout un spécialiste des statistiques, et donc je me garderais bien de critiquer l'INSEE ou de la valider. Pour autant, j'ai le sentiment, en tout cas j'ai des vieux souvenirs de mes études, où tout de même ces questions d'intégration du coût du logement dans le calcul du coût de la vie font débat quand même depuis pas mal d'années. C'est une critique qui est quand même récurrente. Effectivement, Todd est pas forcément très novateur là-dessus, mais c'est un débat qui existe. La question de la stagnation des salaires réels, enfin on peut penser aussi au déclin des générations qui a été largement évoqué par Chauvel il y a quelques années. Donc, je dirais pas que Todd est absolument dans la malfaçon de ce côté-là. En tout cas, il capte quelque chose, et il n'est pas le seul à le capter, qui est une forme de disjonction entre ce que nous dit l'INSEE, ce que nous disent les chiffres, et le ressenti, et le vécu, et la perception des Français. Donc lui, il se situe plutôt du côté du vécu, de la perception, et tend à donner raison au second. Alors là, je me garderai de me fixer là-dessus. Sur les classes sociales, alors c'est là où c'est intéressant. En fait, Todd, pour moi, c'est un empiriste. C'est quelqu'un qui part des chiffres, qui aime bien tripatouiller des données, des cartes, et qui, en fait, en bon anglais, quasiment, est parfois un peu léger sur le plan des concepts. Donc, c'est-à-dire que quand il reprend le concept de classe sociale chez Marx, il faut bien voir que c'est le concept de classe chez Marx, mais d'avant le capital. Pour un marxiste pur et dur, je pense que sa masse atomisée, par exemple, n'a pas les caractéristiques qu'on peut attribuer en vrai marxisme à une classe sociale, parce qu'une masse atomisée, par définition, est hétérogène sur le plan matériel, elle n'a pas de conscience de classe, il le dit lui-même. Donc, si on est un vrai marxiste, on trouve que ça, c'est pas vraiment une classe sociale. Mais, en même temps, ici, Todd se place sous le haut patronage de Marx du 18 Brumaire, qui n'est pas encore le Marx du Capital. Mais, du coup, je trouve que le concept de classe est à prendre dans un sens assez particulier ici, puisque on va dire que c'est des catégories INSEE un peu augmentées. Peut-être pour réagir sur Marx, ce qui est amusant dans ce livre, c'est qu'à chaque fois qu'il est question de Karl Marx, il est question de Emmanuel Todd. Je vais lire quelques extraits. Les deux forces de Marx dans l'analyse historique sont l'humour et le fort tempérament artistique. Il est capable de ne pas être complètement sérieux et ose se laisser emporter. Plus loin, il suit son instinct, il a l'audace, le génie des coups d'œil ravageurs. On parle toujours de Marx. Et enfin, ma préférée, Marx a dit beaucoup de bêtises, mais Marx était un esprit libre, il était capable de regarder la société de son temps avec ironie et cruauté. Bon, c'est évident que c'est un portrait d'Emmanuel Todd par lui-même, voilà, en miroir. Il se projette complètement, c'est intéressant. Et moi, ce que j'aime bien dans sa démarche, dont on a commencé à parler, c'est justement le côté créatif et libre. C'est-à-dire que oui, c'est n'importe quoi d'une certaine manière, pour l'INSEE ou pour un sociologue ou un démographe, un économiste plus classique, mais en même temps, plus personne ne fait ce boulot-là. C'est-à-dire
d'avancer à l'instinct sur de l'histoire contemporaine immédiate. Il parle de Macron, il parle des Gilets jaunes. Il lance des hypothèses, encore une fois, parfois stimulantes, parfois à côté de la plaque. Il explique dans l'introduction que son but, c'est quand même que quelqu'un qui ne serait d'accord avec lui sur rien ressorte quand même de ce livre avec une nouvelle manière d'aborder les problèmes. Et moi, je trouve que c'est plutôt convaincant à ce niveau-là, surtout sur le fameux concept de masse centrale atomisée, qui est un peu la grande nouveauté. L'idée, c'est que ça fait des années qu'on publie, qu'on lit, on y participe tous, la grille de lecture des deux France, quoi. C'est-à-dire la France ouverte, la France fermée, la France des métropoles, la France périphérique. Et donc on voit depuis quelques années de nouvelles manières en fait d'aborder la diversité de la société française, pas uniquement sur l'angle du choc frontal, mais sur l'angle de, encore une fois, l'archipélisation, la fragmentation. Alors, Modulo, un truc, c'est que lui considère qu'on n'est pas dans une phase d'archipélisation, mais justement à la lumière de ces sujets de recherche anciens, qui sont les systèmes familiaux et la question de la religion, il nous dit qu'en fait la France est est en train de devenir plus homogène sur le plan anthropologique. Après, il parle aussi, c'est assez compliqué, puisqu'il parle d'une stratification économique qui est indéniable aussi, et qui vient notamment de la question de l'éducation supérieure, qui est l'une des autres de ses obsessions. Mais sur ce que tu disais sur Marx, c'est évident, effectivement, il se projette dans les basques de Marx, il revendique cette posture donc de Marx, qui était un intellectuel, mais pas un universitaire, pas un académique, qui était un journaliste à la base d'ailleurs. En filigrane, je vois la critique aussi assez dure qu'il fait souvent de Bourdieu et des bourdieusiens. Pour lui, ces figures-là, ce courant de la sociologie serait serait rigoriste par excès, donc ossifiant pour la pensée. Là, et donc à travers Marx, il revendique ce côté un peu bordélique, mais qui remet un peu les choses en mouvement, quoi. Et donc effectivement, c'est marrant, il revendique une certaine forme de manque de rigueur qui rend possible la pensée d'une certaine façon. Il y a un autre concept qu'il aborde et que je trouve pour le coup quand même assez intéressant, c'est l'idée de la cascade du mépris, qui est que chaque groupe ressent un mépris pour la classe qui est directement en dessous du sien. Donc on a ce qu'il appelle l'aristocratie stato-financière qui méprise les cadres et professions intellectuelles supérieures, et notamment par exemple en prenant des décisions politiques qui vont à l'encontre des intérêts de cette classe-là. L'exemple tout récent qu'il donne, c'est la réforme des retraites. Pour faire court, les profs sont dans la catégorie CPIS. Ils ont voté massivement pour Emmanuel Macron, qui est considéré donc comme la frange tout au-dessus. Et ensuite, cette frange-là prend des décisions type réforme des retraites qui, en fait, trahit l'électorat principal. La classe des CPIS méprise la majorité atomisée. Et là, il y a des passages assez savoureux où il explique que les jeunes qui se croient winners, mais qui habitent dans des 50 mètres carrés dans le 11e arrondissement de Paris, payés très très cher, et qui méprisent l'employé de Roubaix qui vit dans un pavillon, parce que, mon Dieu, les pavillons c'est horrible, mais en fait les winners sont loin d'être des vrais winners. Et ensuite, mépris pour le prolétariat, parce que c'est les méchants qui votent Le Pen, qui polluent avec leur diesel, et voilà, et qui embêtent tout le monde. Julien Damon, est-ce que c'est un concept qui vous paraît pertinent pour analyser la société française actuelle? Alors, sur le mépris, pourquoi pas? Mais une nouvelle fois, ça me semble pas d'une nouveauté extraordinaire que la société française soit une société hétérogène où tout le monde tient à se distinguer de la partie qu'il juge inférieure de la société. Ça me semble quelque chose qui a été mis en lumière, par exemple, par notre meilleur ami, sauf pour Monsieur Todd, Pierre Bourdieu. D'ailleurs, il y fait référence. Il fait référence à La Distinction, qui est un livre majeur, pas forcément aussi vibrionnant et clair que l'ouvrage que nous sommes en train de discuter ici de Monsieur Todd. Donc, je vois pas ce qu'il y a de neuf à dire cela, sinon d'aller dans le sens du vent pour expliquer que toute la macronerie serait en fait un mépris de classe à l'égard d'une société française qu'il ne connaîtrait pas. Donc, vraiment, je trouve pas ça forcément neuf. Tout comme sur les classes sociales, parce que j'en ai pas dit un mot, je vais en dire un tout petit mot. Je crois qu'il y a eu une grande tendance depuis quelques décennies à expliquer que la France vivrait une moyennisation, un éclatement généralisé. Et Monsieur Todd a absolument raison, à mon avis, de souligner une nouvelle stratification, même s'il n'y a pas de conscience de classe pour cette catégorie centrale. Pour se faire une idée de l'existence des classes sociales, moi, j'ai une expérience à proposer, à ceux qui ne l'auraient pas faite d'ailleurs, pour voir où se trouve ce 1% de la classe stato-financière, donc cette élite. Vous allez regarder qui prend l'avion pas en première classe, parce que alors là, c'est le 0,01% de la population mondiale, mais en classe affaires, là, vous avez votre classe stato-financière. En première classe, dans le TGV, vous avez
potentiellement, de temps en temps, pas tout le temps, les 19 autres % de cette classe des professions intellectuelles supérieures. En seconde classe, vous avez les 50%, je suis toujours dans le TGV, de cette classe moyenne atomisée. Et puis, dans les Ouigo où ne pouvant pas se payer le TGV, vous avez les 30% du prolétariat. Là, j'ai fait, vous voyez, une sorte d'utilisation du nouveau concept todien. Oui et non, parce que il dit quand même que les jeunes de CPIS, justement, qui se croient arrivés et winners de la société, partent en vacances low cost et s'imaginent avoir un niveau de vie bien supérieur à leur niveau de vie réel. Et d'ailleurs, Todd propose de souligner l'importance des typologies dynamiques. C'est une typologie dynamique dans laquelle, surtout aux frontières, on peut trouver des gens qui basculent d'une catégorie à l'autre. Oui, donc pour aller dans le sens de ce que disait Julien à l'instant, l'idée du déclassement de la jeune classe supérieure et des diplômés, là encore, ok, mais ça c'est presque un poncif, quoi. Je veux dire, ça fait des années que tout le monde dit ça. C'est le problème de la gauche radicale, c'est qu'elle attire, c'est cette sorte de populisme qui s'est spécialisé dans les surdiplômés. Donc en fait, il y a une sorte d'impasse politique que Todd remarque à la fin du livre, mais que tout le monde a remarqué, c'est que le FN est un parti qui ne gouvernera pas parce qu'il s'appuie sur une classe qui est en déclin. Il a plafonné. En face, on a un parti qui est, selon Todd, avec toutes ces corrélations statistiques qu'il adore faire, le miroir inversé du lepénisme, c'est-à-dire une sorte de mépris du peuple ou du populisme. Au milieu, on a de nouvelles formes électorales qui séduisent les déclassés du haut. Alors, il termine sur un chapitre sur les gilets jaunes qui, pour moi, a pas une grande originalité. Il nous refait des cartes. Alors, il nous ressort les valeurs les systèmes familiaux au dernier moment, alors que pendant tout un chapitre de 50 pages, on nous a expliqué que ça existait plus et que ça n'avait plus aucun effet causal en fait sur la société. Donc, c'est vrai qu'on sort de là un peu, j'irais un peu sur la note fin, parce que, alors, quelque part, il est honnête parce qu'il conclut pas et il avoue dès le début qu'il sait pas trop où il va, mais effectivement. On sait pas trop où on va avec lui en le lisant. Et à la fin, j'étais un peu frustré. Il en revient quand même à sa marotte qui est la sortie de l'euro pour expliquer beaucoup de choses. Et ça, c'est vraiment une ancienne chez Todd. D'ailleurs, et il y a un chapitre qui est titré comme tel, l'euro péché originel. C'est vraiment son idée fixe et c'est ça qui mobilise pour expliquer notamment l'appauvrissement général de la société française. Arthur de Grave, est-ce que tu as trouvé qu'il était particulièrement convaincant cette fois-ci sur cette question? C'est quelque chose qui revient toujours, hein. La question de Maastricht, la question de l'euro, ça revient toujours chez Todd. Alors du coup, il prend plus vraiment la peine de faire la démonstration de pourquoi effectivement l'euro a été le synonyme d'un processus d'appauvrissement de la France. Effectivement, depuis tout à l'heure, on parle de ces fameuses classes sociales et donc il parle de leur fausse conscience. Pour lui, en fait, d'une certaine façon, il n'y a plus que des losers en France. Même l'aristocratie stato-financière, en fait, il le compare à une bourgeoisie coloniale, parce que de facto, on serait complètement inféodé à l'Allemagne. Ça s'est passé en plusieurs phases pour lui. L'euro qui donc était en fait un marque déguisé qui était inadapté à l'économie française, et ensuite la crise 2007-2008 qui fait que pour lui la France s'est complètement décrédibilisée et que là l'Allemagne a décidé d'assumer un leadership réel en Europe. C'est potentiellement assez contestable aussi. Mais donc l'arrière-plan effectivement de ce déclassement généralisé, de cette loserisation de la France, c'est ça, c'est l'euro et c'est le fait qu'on est inféodé à l'Allemagne pour lui. Alors du coup effectivement Mais c'est pas assez démontré pour toi? Effectivement, le débat sur l'euro aujourd'hui, il est quasiment inexistant. Pourtant, c'est effectivement une monnaie qui comprend un certain nombre de vices originales, de vices techniques qui sont indéniables et qui ont été effectivement documentés par pas mal d'économistes américains. On a même eu une étude, je pense que Todd a dû jubiler à ce moment-là, il y a 2 ans, qui montrait que avec l'euro, chaque Allemand avait gagné je sais plus combien et chaque Français avait perdu je sais plus combien, et c'était une étude qui émanait d'Allemagne. Donc oui, effectivement, on sent cette frustration chez Todd que ce débat n'existe virtuellement pas en France, mais disons que lui, il le pose. C'est une hypothèse fondamentale de son bouquin. Tout est informé par ça, en fait. Tout son propos ne se comprend qu'avec ça en toile de fond, mais du coup, ça ne fait pas partie des choses qui sont démontrées et véritablement creusées dans le bouquin. 3 mots. Tout d'abord, je tiens à ressouligner que, de mon point de vue, et du point de vue d'autres experts, j'ai tenté que j'appartienne aux experts, il n'y a pas d'appauvrissement général de la France. Ça semble être quelque chose auquel vous croyez autour de la table, que Monsieur Todd soutient à partir de données fausses. Le niveau de vie augmente chaque année en France, à part quelques années de récession. Le PIB augmente chaque année en France, pardon d'être aussi basique. Deuxième mot, sur l'euro. Alors là,
notre ami Todd nous explique combien il a déjà démontré dans d'autres ouvrages, donc qu'on est supposé avoir lu, que l'euro est la pire infamie qui ait été décidée et qui pèse sur toutes les réalités françaises. Je pense qu'il y a plein de débats qui ont eu lieu sur cette question, qui continuent à avoir lieu, mais un peu moins prononcés. Je pense que ceux qui ont arrêté de parler de l'euro, c'est le Rassemblement national, qui ne met plus ça en avant comme étant une de ses principales stratégies s'il devait arriver au pouvoir. Et troisième mot, sur l'euro, bon, je suis ni pour ni contre, il se trouve simplement que j'avais trouvé une belle image, en tout cas j'avais trouvé que l'image qui était annoncée était belle, c'est on peut faire une monnaie commune à partir de monnaies différentes, c'est comme à partir de quelques œufs faire une omelette. En revanche, et il n'y a pas de proposition chez Monsieur Todd en la matière, c'est très bien de faire comme peut-être De Gaulle disait l'Europe et les cabris, lui il fait l'euro, ok, c'est son côté gaulliste qu'il n'apprécierait pas. Enfin, si on sait faire une omelette avec des œufs, personne ne sait faire des œufs avec une omelette. Je veux dire, c'est sortir de l'euro. Et d'ailleurs, il n'y a strictement aucune préconisation. Il y a des imprécations, des critiques et tout ce qu'on veut chez Monsieur Todd, mais so what? Il dit que ce serait quand même mauvais pour sa pension de retraite et qu'il en est conscient. Un dernier point sur le volet politique du livre de Todd, ce qu'il appelle la comédie politique, voire la grande comédie politique. En gros, tous nos présidents depuis Chirac n'ont plus aucun pouvoir exécutif et Macron, évidemment, n'échappe pas à la règle. J'ai l'impression qu'il l'aime encore moins que les autres. On disait tout à l'heure que Todd se projetait dans les habits de Marx, mais il se projette dans les habits de Marx du 18 Brumaire, et on sent que, par symétrie, en fait, il voit en Macron un Louis-Napoléon Bonaparte. D'ailleurs, il parle de coup d'État potentiel, il voit vraiment, il s'amuse à tracer des parallèles entre ce qu'écrit Marx sur la prise de pouvoir de Louis-Napoléon Bonaparte, du fait d'une atomisation de la société française, du fait d'une espèce de masse un peu simili-mafieuse qui a permis donc l'arrivée de ce président insignifiant. Je parle de Louis-Napoléon Bonaparte. Évidemment. Il s'amuse effectivement à dresser ce parallèle. Donc voilà, c'est Todd et Marx qui regardent et qui analysent Macron, qui est Louis-Napoléon Bonaparte. J'avais une citation qui m'avait fait rire. On voit le genre d'excès qu'il peut faire, mais il écrit un moment: Macron, dont nous avons déjà suggéré qu'il n'était pas Machiavel, n'est décidément pas non plus Mussolini. Voilà, il y a beaucoup d'analogies qui se perdent comme ça. Mais bon, le référent principal reste quand même Napoléon III. Julien Damon? Je trouve que Monsieur Todd fait une analyse de ce qu'il baptise le péno-macronisme ou le macro-lepénisme. Moi, mon sentiment, c'est qu'il fait quand même du todo-lepénisme, avec sa critique des élites en général, quand même, de la comédie politique, de l'euro et de l'incapacité supposée de son point de vue des pouvoirs publics en France. On s'achemine doucement vers la fin de cette émission, puisque un bon débat, comme vous le savez, ça a un début, un milieu et une fin, surtout dans Poire et Cahuètes. Je vais finir par vous demander quelle est la punchline que vous avez préférée dans le livre. Arthur, tu nous en as déjà lu une, mais tu en auras peut-être une autre. J'ai un peu anticipé. Non, mais moi, en fait, c'est pas tant que... Il y en a plein, des punchlines, puisqu'ils s'amusent. Moi, c'est l'entrée en matière. Je trouve que dès le premier paragraphe, on se dit, ouais, on va pas s'ennuyer. Il nous écrit quand même: nous sentons venir à distance la menace d'un régime de plus en plus autoritaire, puisque 4 ans seulement après l'épisode Charlie, nous nous retrouvons dans un monde où il devient plus dangereux de porter un vêtement jaune qu'un foulard islamique. Là, on est au paragraphe 1, donc on sent que ça va, que ce genre de rapprochement, ça m'a fait une crampe au cerveau. Jean-Laurent, la tienne? Alors moi, je suis resté plus sage parce que c'est vrai qu'il y a tellement de punchlines et tellement de blagues que finalement, j'ai choisi un petit passage sérieux quand il parle de la dualité de la France par rapport à le fait qu'elle a 2 régimes familiaux. Bon, on rentre pas dans les détails et tout, mais c'est une de ses obsessions. Et alors, il dit: la polarité familiale française explique beaucoup de choses. Elle explique pourquoi les mentalités, les mœurs, les paysages sont très différents. Et notamment, cette polarité, elle aide à comprendre comment les Français peuvent être à la fois bordéliques et disciplinés, produire à la fois l'université de Vincennes et l'école polytechnique, résister héroïquement aux Allemands en 14 et s'effondrer en 40. À vrai dire, on ne sait jamais quand ils seront en mode A, anarchique, ou en mode B, discipliné. Julien Damon? Alors moi, j'ai choisi une punchline puisque c'est le mot ignoble, qui est la fin de son introduction, donc qui donne le ton intellectuel à la fois sur la forme et sur le fond. Je la lis. Beaucoup plus que la chasse aux Arabes et aux homosexuels, la lutte des classes est notre identité. Tant mieux que la lutte des classes soit notre identité, ça c'est le côté valable et vrai chez Todd, mais c'est ignoble
comme provocation d'oser dire que depuis des années, des décennies, la France serait d'abord versée dans la chasse aux Arabes et aux homosexuels. C'est totalement faux. Je vous lis la mienne qui du coup se télescope, mais c'était pas fait exprès, on s'était pas concerté. On ne rendra jamais suffisamment grâce à Emmanuel Macron et à son équipe d'avoir, en décrétant le flashball pour tous, fait de tous les Français potentiellement des Arabes mal intégrés. On termine ce Poire et Cacahuètes dédié donc à l'ouvrage d'Emmanuel Todd, Les luttes des classes en France au XXIe siècle, paru au Seuil en ce mois de janvier. Merci Arthur Degrave, cofondateur d'une agence de communication qui s'appelle Stroika et auteur de Startup Nation Overdose Bullshit, auquel on avait d'ailleurs consacré un précédent épisode de Poire et Cacahuètes. Merci Arthur d'avoir été avec nous. Doublement merci du coup. Et merci Julien Damon, professeur associé à Sciences Po, spécialiste des questions de pauvreté, d'avoir été avec nous. Merci. Retrouvez Poire et Cacahuètes tous les 15 jours sur slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre 5 étoiles et surtout à en parler autour de vous. Non, alors moi, vous savez, on est dans une forme de névrose, donc là, parfois, je me parle à moi-même quand je suis chez moi, dans ma petite maison. Oh, ben, je suis d'accord avec toi, Emmanuel, mais bon, je pense que t'exagères sur l'euro, tu vois, moi, je le dis depuis longtemps, Maastricht, bon, j'en avais déjà parlé à Chirac, Chirac, que j'ai d'ailleurs traité de crétin à l'époque, hein, je me permets de te le rappeler. Oui, enfin, comme Sarkozy, tu vois, bon, j'ai encore un peu de sympathie pour sa névrose psychorigide, si tu veux. Non, sympathique, oui. Mais ce qui me gêne dans ce que tu dis, si tu veux, c'est que tu ne mesures pas, en fait, à quel point l'euro, qui est une monnaie qui corsette l'industrie française, est un produit direct, en fait, du système famille souche qui existait en Prusse orientale au XVIIe siècle. Ouais, enfin, je veux dire, si tu veux, pour moi, ce qui est important, c'est de parler des Aztèques, parce que, je veux dire, la France contemporaine, les Gilets jaunes, si tu veux, si tu ne passes pas par ce détour théorique des familles patrilinéaires, tu ne comprends pas du tout la Absolument situation. pas, ce qui explique notamment qu'un Christophe Castaner soit à deux doigts de réaliser, je pense, des sacrifices humains, parce qu'on sent, en fait, dans l'aristocratie stato-financière, cette espèce de violence rentrée, en fait, de ressentiment face à l'ensemble de la nation, qui est totalement préoccupante, en fait.